Alors que beaucoup luttent contre les mauvaises herbes, les parasites et des sols appauvris, les familles Amish cultivent sans relâche des aliments sains et abondants, sans épuiser la terre ni dépenser une fortune. Leur méthode, simple mais ingénieuse, allie tradition et endurance, prouvant que l'autosuffisance réelle est possible. Le mieux, ce système accessible et efficace peut s'appliquer partout dans le monde, transformant n'importe quel sol en un oasis fertile. Fumier, l'or noir des Amish. Pour beaucoup, il semblerait répugnant d'utiliser des excréments d'animaux dans leur jardin, mais pour les Amish, ce n'est pas seulement commun, c'est presque magique. Pendant que d'autres dépensent des centaines de dollars en engrais synthétiques, les Amish se dirigent simplement vers l'étable et ramassent ce que leurs animaux produisent gratuitement. Cependant, ils ne jettent pas le fumier frais directement dans le jardin. Cela tuerait les plantes plus vite qu'une gelée tardive. Ils connaissent un secret essentiel. Ils laissent le fumier vieillir pendant des mois, parfois jusqu'à une année entière. Pendant ce temps, les produits chimiques agressifs qui brûleraient les racines se transforment lentement en un aliment doux et puissant pour les plantes. En marchant dans une ferme Amish, il est courant de voir des monticules sombres de fumier vieillis derrière les étables, avec un arôme terreux qui remplace la puanteur originale. Ce n'est plus un déchet, c'est devenu la ressource la plus précieuse de leur système agricole. Application manuelle, sagesse héritée. Quand le printemps arrive, les familles chargent leurs charrettes en bois avec cette matière sombre et riche. Elles l'épandent à la main sur les ligues de culture, en utilisant des outils simples. Il n'y a pas de formule compliquée, ni de machinerie coûteuse, juste des connaissances héritées depuis des générations sur ce dont chaque culture a besoin. Le plus incroyable est la façon dont cette méthode nourrit tout l'écosystème du sol, pas seulement les plantes visibles. Les engrais commerciaux fonctionnent comme une boisson énergétique, un coup de fouet rapide qui laisse le corps plus faible après. Le fumier vieilli agit comme un festin lent et soutenu. Il libère des nutriments tout au long de la saison, juste quand la plante en a le plus besoin. Vie cachée sous la terre. Mais la vraie magie se produit sous la surface. Le fumier vieilli est rempli de matière organique qui nourrit des millions de micro-organismes dans le sol. Ces minuscules travailleurs décomposent encore plus les nutriments, créant un réseau vivant qui se renforce année après année. Les vers de terre se multiplient dans cet environnement idéal, creusant des tunnels qui aèrent la terre et laissant derrière eux leur propre engrais superpuissant. Le sol devient plus sombre, plus spongieux et avec une meilleure capacité à retenir l'eau en cas de sécheresse ou à bien drainer pendant les fortes pluies. Les plantes qui poussent dans cette terre développent des racines profondes, résistent naturellement aux maladies et produisent plus de nourriture avec moins d'efforts. Certaines parcelles Amish sont en production continue depuis plus d'un siècle sans perdre leur fertilité. Au contraire, le sol s'améliore avec les années, contrairement aux terrains épuisés par l'agriculture chimique, et les légumes cultivés de cette manière ont une saveur si supérieure que ceux du supermarché semblent insipides. Zéro dépense, rendement maximum. Ce système fonctionne presque sans dépenser d'argent. Les animaux génèrent de l'engrais dans le cadre de leur routine quotidienne. Il n'y a pas d'achat mensuel de produits chimiques, ni de crainte de nuire aux plantes par surdose. Et le moment de l'application est également important. La couche de fumier au printemps donne une énergie douce au début de la croissance. L'application à l'automne permet à tout de se décomposer pendant l'hiver,
préparant le terrain pour les semis. Récupérer l'eau du ciel. Cependant, la meilleure terre du monde ne sert à rien sans eau. Et là aussi, les Amish ont une solution ingénieuse. Pendant que d'autres paient des factures élevées pour l'irrigation, ils profitent de ce qui tombe gratuitement du ciel. Leur système d'eau fonctionne uniquement avec la gravité et une conception astucieuse. Toutes les constructions Amish, maisons, granges, abris, ont des gouttières connectées à des tuyaux qui conduisent de l'eau de pluie vers de grands dépôts. Certains utilisent des barils en bois. D'autres construisent des citernes en béton sous terre qui stockent des milliers de gallons. Il n'y a pas de pompes électriques ni de technologie sophistiquée. L'eau s'écoule naturellement des toits vers les réservoirs, situés plus haut que les jardins. Quand l'irrigation est nécessaire, ils n'ont qu'à ouvrir une vanne et la gravité fait le reste. Pendant les pluies de printemps, ces dépôts se remplissent au maximum, stockant de l'eau pour l'été chaud. Une simple pluie d'1 pouce sur le toit d'une maison peut collecter plus de 600 gallons, suffisant pour entretenir un grand jardin pendant des semaines. Avantage de l'eau de pluie. L'eau de pluie n'est pas seulement gratuite. Elle est douce, sans chlore ni produits chimiques comme l'eau de ville, qui à la longue peuvent nuire aux plantes. Elle a un pH légèrement acide, idéal pour la plupart des légumes, et elle ne laisse pas de résidus minéraux comme c'est le cas avec l'eau de puits. Un vieux fermier Amish disait souvent que ses barils étaient comme la nourriture de sa femme. Parfois, il y en avait trop d'un coup, mais chaque goutte devait être gardée, car on ne savait jamais quand viendrait la prochaine fournée. Un réseau de collecte dans toute la ferme. Les familles placent stratégiquement plusieurs barils autour de chaque bâtiment. Le toit de l'étable alimente un système, celui de la maison en remplit un autre, et même les petits abris contribuent. Pendant la haute saison, ils peuvent avoir plus de 20 grands dépôts travaillant en tandem. Les citernes souterraines sont de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie simple. Le béton maintient l'eau fraîche tout l'été, évitant la croissance des algues. Certaines sont si profondes que l'eau reste froide toute l'année, comme un réfrigérateur naturel. Préparation pour l'hiver et utilisation intelligente. Quand le temps froid approche, les Amish vident les tuyaux et déconnectent les barils pour éviter qu'ils ne se brisent à cause du gel. Au printemps, ils les reconnectent et les nettoient, prêts pour un autre cycle. Le moment de l'arrosage est également important. Arroser tôt le matin réduit l'évaporation et permet aux plantes d'absorber l'eau avant la chaleur de la journée. Avec un système alimenté par gravité, c'est simple et efficace. Pas de minuterie ni de moteur à entretenir. Cette méthode a maintenu les jardins Amish verts, même pendant les pires sécheresses enregistrées. Pendant que d'autres agriculteurs regardent avec frustration leur culture flétrie, les Amish, continuant de récolter grâce à la combinaison de sols fertiles et d'eau collectée. Une stratégie minutieuse, rotation des cultures. Cultiver le même légume au même endroit, année après année, c'est comme nourrir votre famille uniquement avec des pizzas, tous les jours. Au début, ça semble une bonne idée, mais avec le temps, tout s'effondre. Les Amish l'ont compris il y a des générations et ont développé un système de rotation des cultures qui maintient le sol sain, les récoltes abondantes et les ravageurs sous contrôle. Chaque automne, lorsque la récolte est terminée, les familles s'assoient pour planifier. Avec des cartes simples faites à la main, elles dessinent où chaque plante a poussé cette année-là.
Elles n'ont pas besoin d'ordinateur ni de logiciel, juste du papier, un crayon et beaucoup de sagesse héritée. Comme s'ils jouaient aux échecs avec la terre, ils organisent l'année suivante en déplaçant les familles de plantes de lit en lit, suivant une stratégie précise. Chaque plante a son rôle dans le sol. La science derrière ce système est surprenante. Chaque type de légume extrait des nutriments différents et en laisse d'autres à sa place. Le maïs et la tomate, par exemple, sont comme des adolescents affamés. Ils dévorent tout, surtout l'azote. En revanche, les haricots et les pois sont les membres généreux de la famille qui rendent plus qu'ils ne prennent. Leurs racines abritent des bactéries spéciales qui captent l'azote de l'air et le stockent dans la terre. Les Amish suivent un cycle de rotation de 4 ans. La première année, ils cultivent des légumes qui consomment beaucoup, comme le maïs, le chou et la courge. La deuxième année, ils plantent des cultures moins exigeantes comme les carottes, les betteraves et les oignons. La troisième, les fixateurs d'azote, haricots, lentilles et autres de la famille des légumineuses. Et la quatrième année, ils sèment des cultures de couverture comme le trèfle, qui sont labourées dans la terre pour ajouter encore plus de matière organique. Une famille heureuse de culture. Cette rotation fonctionne comme un bon mariage. Le maïs exige tout, les haricots compensent généreusement, et à la fin des 4 ans, le sol est plus sain qu'au début. De plus, elle brise les cycles naturels de ravageurs et de maladies. De nombreux insectes n'attaquent que des familles spécifiques de plantes. Les dorifores aiment les pommes de terre, les tomates et les poivrons, mais ignorent les haricots et les laitues. En changeant les cultures de place, les Amish affament littéralement ces ravageurs sans utiliser de produits chimiques. Précision jusque dans les racines. La rotation prend également en compte le type de racines. Les carottes ne sont jamais semées, là où il y avait d'autres racines l'année précédente. Les brassicas, comme le brocoli, le chou frisé et le chou, ont leur propre calendrier de rotation. Même les herbes et les fleurs sont déplacées pour maintenir l'équilibre. De nombreuses maladies vivent dans le sol pendant des années, attendant le retour de leur hôte préféré. La flétrissure de la tomate, par exemple, peut durer plusieurs saisons sous terre. Si au lieu de tomates vous plantez des haricots, le champignon meurt de faim. L'art de noter sans se compliquer. Bien que leurs outils soient simples, les Amish tiennent des registres impeccables. Certains utilisent les mêmes cartes que leurs grands-parents ont dessinées, ajoutant des notes sur les variétés qui ont le mieux donné ou les lits qui ont eu besoin de plus de compost. Ces documents deviennent des trésors de famille, aussi précieux qu'une recette ancienne ou un livre sacré. Améliorer la structure du sol avec les racines. Le système de rotation renforce également la structure physique du sol. Des plantes à racines profondes, comme la luzerne, cassent les couches compactées, facilitant la croissance des cultures plus superficielles l'année suivante. Différents types de racines créent des espaces et des canaux naturels qui améliorent le drainage et permettent le passage de l'air. Grâce à cette planification, de nombreux potagers Amish continuent de produire sans interruption pendant plus d'un siècle. Poules à la rescousse, les meilleures jardinières de l'automne. Mais quand la récolte est terminée et que d'autres agriculteurs raccrochent les gants, les Amish appellent leur escouade de nettoyage, les poules. Elles entrent dans le jardin d'un pas décidé, caquetant et grattant comme si elles avaient une mission. Et elles l'ont. Après la dernière récolte de tomates et la chute des tiges de maïs, les familles ouvrent les portes et laissent les oiseaux prendre le contrôle. Ces travailleuses à plumes
surpassent n'importe quel employé engagé. Elles parcourent chaque coin du sol, cherchant larves, coléoptères et œufs d'insectes qui prétendent survivre à l'hiver caché. Une seule poule peut dévorer plus de 300 insectes par jour en pleine saison de nettoyage. Ce qui pour nous est un ravageur, pour elles est un petit déjeuner. Poules avec un but, aératrices et fertilisantes. Leur travail est méticuleux. Elles chassent les vers gris qui ruineraient les pousses de l'année prochaine, les chrysomèles du concombre qui prévoyaient de revenir au printemps, et même les œufs de pucerons avant qu'ils n'éclosent. Chaque oiseau peut couvrir près de 50 pieds carrés par jour, en enlevant les restes de culture et en détruisant les maladies potentielles. De plus, leurs pattes font un double travail. Elles aèrent la couche supérieure du sol en grattant, comme si elles labouraient délicatement. Cela économise des heures de culture manuelle et laisse les plates-bandes prêtes pour les semis d'hiver ou pour le repos du terrain. Elles sont comme des adolescents avec des pelles, désordonnées mais incroyablement efficaces. Cadeau supplémentaire, engrais frais. Et ce n'est pas tout. Leurs excréments sont dispersés comme une dose précise d'engrais naturels. Le fumier de poule contient 3 fois plus d'azote que le fumier de vache déjà composté, ainsi que du potassium et du phosphore à des niveaux idéaux. Pour le printemps, cet engrais sera déjà décomposé et prêt à nourrir de nouvelles cultures. Le moment parfait pour lâcher les poules. Le moment de cette stratégie est important. Les Amish attendent la première gelée légère, lorsque les surfaces des plantes ont déjà tué la plupart des œufs de ravageurs. Ensuite, ils laissent les poules travailler pendant 2 ou 3 semaines. Cela leur donne suffisamment de temps pour faire un nettoyage en profondeur sans abîmer les graines des cultures de couverture ni endommager les légumes tardifs. Contrôle naturel des mauvaises herbes et choix de race. Pendant qu'elles travaillent, elles combattent également les mauvaises herbes. Elles se nourrissent de milliers de graines qui, autrement, germeraient au printemps. Cela réduit considérablement le besoin de désherber à la main la saison suivante. Même les races de poules sont choisies en fonction de la tâche. Les races lourdes comme les Rhode Island Reds enlèvent mieux la terre, tandis que les légères, comme les Leghorn, chassent les insectes volants et atteignent les graines dans les coins difficiles. Un système en parfait équilibre. Ce système forme un cycle complet. Les restes du jardin deviennent de la nourriture pour les oiseaux. Le travail des oiseaux améliore la terre et leur fumier nourrit la prochaine récolte. Rien n'est gaspillé, aucun produit coûteux n'est nécessaire pour contrôler les ravageurs, et les poules restent en bonne santé grâce à l'exercice naturel et à une alimentation variée. Complicité végétale. Quand les plantes travaillent ensemble, mais avant même l'arrivée des poules, il existe une autre technique silencieuse qui prévient de nombreux problèmes dès le début. Les associations entre plantes. Dans les jardins Amish, les plantes ne sont pas en compétition. Elles coopèrent. Et la combinaison la plus célèbre est celle des 3 sœurs: maïs, haricots et courges. Cette alliance végétale fonctionne en parfaite harmonie depuis des siècles. Le maïs pousse en premier, lançant ses tiges fermes vers le ciel. Les haricots grimpent sur ces tiges comme des échelles vivantes, et pendant ce temps, les courges s'étendent sur le sol, formant un tapis végétal qui couvre et protège. C'est comme une maison bien organisée. Le maïs donne la structure, les haricots nourrissent le sol en azote, et la courge bloque les mauvaises herbes et retient l'humidité avec ses larges feuilles.
Ensemble, ces plantes produisent jusqu'à 30% de plus de nourriture par mètre carré que si elles poussaient séparément. Des plantes qui prennent soin les unes des autres. Bien que la combinaison du maïs, des haricots et de la courge soit la plus célèbre, ce n'est pas la seule. Les Amish observent depuis des générations comment certaines plantes prospèrent lorsqu'elles sont cultivées ensemble. Par exemple, les tomates et le basilic ne se marinent pas seulement bien en cuisine. Au potager, ce couple est presque magique. Le basilic améliore la saveur de la tomate et, de plus, son fort arôme éloigne les insectes qui normalement attaqueraient les fruits rouges. Les oignons et les carottes sont un autre duo puissant. Les mouches qui attaquent les oignons détestent l'odeur des carottes et vice-versa. Les planter en rangées alternées crée une sorte de bouclier mutuel. De plus, les racines superficielles de l'oignon aident à ameublir le sol, facilitant la croissance droite et forte des carottes. Relation comme un couple de grands-parents. Les combinaisons de plantes fonctionnent comme un mariage durable. Le maïs se dresse fermement, les haricots s'enroulent à la recherche de soutien et la courge embrasse tout le terrain comme une couverture bien tissée. Chacun remplit une fonction qui bénéficie à l'autre sans compétition. Cette logique s'applique également à d'autres plantes que nous ne cultivons pas toujours pour leur saveur. Les soucis, par exemple, ne sont pas dans les jardins Amish juste pour leur couleur. Leurs racines libèrent des composés qui éliminent les nématodes nuisibles dans le sol et leur arôme éloigne les alerodes, les pucerons et même les lapins. Avec seulement quelques soucis répartis parmi les légumes, on peut protéger une grande partie du potager. Utilisation intelligente de l'espace. Les Amish utilisent également ces combinaisons pour tirer le meilleur parti de chaque coin du jardin. Les laitues cultivées à l'ombre des poivrons ou des aubergines prospèrent sans brûler au soleil. Les radis poussent si vite qu'ils sont récoltés avant que les cultures plus lentes, comme le chou, n'aient besoin de l'espace. Ainsi, on obtient une deuxième récolte du même terrain. Certaines associations sont basées sur l'attraction d'insectes utiles. Les tournesols attirent les abeilles et les guêpes bénéfiques. L'aneth attire les coccinelles et les chrysopes qui dévorent les pucerons et autres insectes indésirables. En gardant ces plantes amies à proximité, les insectes protecteurs restent dans la zone toute la saison. Apathes naturelles, plantes pièges. Les Amish utilisent également ce qu'ils appellent des cultures pièges. Des plantes qui sont semées délibérément pour attirer les ravageurs et les éloigner des cultures les plus précieuses. Par exemple, les chrysomèles du concombre et les punaises de la courge préfèrent les capucines. Ainsi, ces fleurs deviennent la cible de l'attaque, puis sont éliminées avant que les ravageurs ne passent aux cultures principales. La taille compte, hauteur et profondeur. Dans l'art de combiner les plantes, la hauteur et la profondeur jouent également un rôle crucial. Les plantes hautes comme le maïs ou les tournesols peuvent donner une ombre partielle aux cultures de climat frais comme les épinards ou la laitue, prolongeant leur saison productive. Les plantes rampantes comme l'origan fonctionnent comme des couvertures vivantes qui recouvrent la terre autour des cultures plus hautes. La profondeur des racines est également prise en compte. Les tomates, avec des racines profondes, tirent les nutriments des couches inférieures du sol, tandis que le basilic, avec des racines plus superficielles, profite des nutriments proches de la surface. Ainsi, elles ne sont pas en concurrence et toutes deux poussent mieux ensemble que séparément. Ces combinaisons ne sont pas nées du hasard. Elles sont le résultat de siècles d'essais et d'erreurs, perfectionnées par l'observation et l'expérience. Couvrir le sol, le dernier pilier du potager Amish. S'il y a une chose que vous ne verrez pas dans un jardin Amish,
c'est un sol nu. Chaque centimètre de terre est couvert de couches généreuses de matériaux naturels. Cela ne fait pas seulement qu'embellir le terrain, cela transforme la terre commune en un réservoir d'humidité, une barrière contre les mauvaises herbes et une usine de fertilité. L'origine des matériaux. Les matériaux proviennent de tout ce que la ferme produit. La paille de la récolte de blé est placée en couches de 3 à 4 pouces autour des tomates et des poivrons. Le vieux foin qui ne sert plus aux animaux est recyclé comme couverture végétale. Les feuilles mortes de l'automne sont ramassées et stockées dans des cages métalliques, prêtes à être utilisées au printemps. Les scieries locales offrent également un trésor inattendu, de la sciure fraîche et des copeaux de bois. Ces matériaux que d'autres jetteraient, les Amish les exploitent comme s'il s'agissait de produits de luxe. Les aiguilles de pin, ramassées dans les forêts voisines, sont utilisées spécialement pour des plantes comme les myrtilles et les fraises, qui préfèrent les sols plus acides. Conservation de l'humidité surprenante. Le résultat est incroyable. Sous une couche de paille d'environ 4 pouces, le sol reste humide pendant des semaines, même sous la chaleur la plus intense. Pendant ce temps, le terrain découvert, à quelques mètres de distance, durcit comme du ciment. Cela signifie moins de temps d'arrosage et plus de temps de récolte. Adieu aux mauvaises herbes. Les mauvaises herbes n'ont aucune chance. Le paillis bloque la lumière du soleil, empêchant les graines de germer. Les rares qui réussissent à germer ont des racines faibles qui s'arrachent facilement. Dans un jardin bien couvert, il suffit de désherber 1 ou 2 fois par saison, contrairement aux potagers découverts qui nécessitent une attention hebdomadaire. Un chapeau pour la terre. La couverture fonctionne comme un bon chapeau pour la tête. Elle garde ce qui est en dessous frais et protégé contre ce que le temps veut jeter. Et tout en remplissant cette fonction, elle nourrit également le sol. Au fur et à mesure que les matériaux se décomposent, les vers de terre travaillent sans relâche, transformant la matière morte en or noir végétal. Les microbes en bénéficient également. Dans l'environnement humide sous la couverture, les bactéries et champignons bénéfiques se multiplient, aidant les racines à absorber les nutriments et à résister aux maladies. Le sol devient un écosystème complet, actif et en équilibre. Régulation naturelle de la température. Le paillis régule également la température du sol. En été, il protège les racines de la chaleur extrême. En hiver, il modère le froid. Dans les plates-bandes couvertes d'assez de paillis, il est possible de récolter des carottes et des panais même bien avancés dans l'hiver. Application par étapes. Les Amish appliquent le paillis en plusieurs phases. D'abord au printemps, juste au moment où le sol se réchauffe, mais avant que la forte chaleur n'arrive. Ensuite, ils ajoutent plus de couches à mesure que la saison avance et que l'ancien matériau se décompose. Pour l'automne, certains lits ont jusqu'à 6 pouces de couverture organique accumulée. Chaque matériau a sa fonction. Chaque type de couverture s'adapte à différentes cultures. La paille est idéale pour les tomates et les poivrons, car elle permet une bonne circulation de l'air autour des tiges. Les feuilles broyées se compactent davantage et retiennent mieux l'humidité, utile pour les laitues et les épinards. Les copeaux de bois sont parfaits pour les arbres fruitiers et les plantes vivaces qui ont besoin d'amélioration à long terme du sol. Économie silencieuse. Bénéfices. Géant. L'impact économique est significatif. Les engrais achetés sont réduits ou éliminés. Moins d'eau est consommée. Et beaucoup moins de temps est investi dans des tâches comme le désherbage ou l'aération. Tout cela avec des matériaux qui souvent ne coûtent rien de plus que l'effort de les collecter et de les appliquer.
Une pratique qui transforme la terre et l'esprit. Le paillis ne protège pas seulement la terre, il la transforme. Il donne vie, équilibre les températures, combat les ravageurs, nourrit le sol et économise du travail. C'est l'un des secrets les plus puissants de la méthode Amish, et un qui, comme tout le reste de leur système, peut être appliqué partout dans le monde. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes passionné par la culture Amish, cette autre vous plaira sûrement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish de toute YouTube.